Place donc maintenant à notre deuxième table ronde et on va s'interroger sur ce qui peut permettre justement à l'économie mondiale de redécoller, ce qui peut permettre d'accélérer la croissance. L'arrivée du numérique, on le sait, a bouleversé l'ensemble du paysage, au point d'ailleurs que d'aucuns parlent, à l'image par exemple de Jeremy Rifkin, de troisième révolution industrielle. Une révolution d'ailleurs qui ne se limite pas ou plus seulement au web, puisqu'on voit une multitude d'avancées dans le domaine de la robotique, dans le monde physique. On le verra tout au long de cette table ronde et j'appelle d'ailleurs à me rejoindre maintenant pour en parler Clara Guémard. Clara Guémard qui est présidente et directrice générale de GE France, également présidente de l'AmCham, la Chambre de commerce franco-américaine, ici à Paris. Également Luc Ferry, écrivain, philosophe, ancien ministre de l'Éducation nationale, de la jeunesse, éducation nationale et recherche. Et son dernier ouvrage s'intitule « L'innovation destructrice ». C'est paru chez Plomb, c'était l'année dernière, exactement, juste ici. Également Éric Labaille, qui est président de McKinsey Global Institute. Et enfin, Frédéric Potter, président et fondateur de la société Netatmo. Éric Labaille, vous êtes ici, et Frédéric Potter là. On va commencer donc cette table ronde dans un instant. Juste en ouverture, cette fois-ci, je vais vous demander de voter à nouveau live voting donc, sur cette question. On aimerait vous sonder sur votre opinion. 2015 sera-t-elle l'année de la révolution technologique? Vous pouvez donc trouver sur votre tablette l'entrée live voting. Et donc voilà, vous avez 30 secondes pour nous donner votre réponse. Oui, réponse A, non, réponse B. On se retrouve dans 30 secondes pour commenter vos réponses. Et donc la réponse de la salle, c'est assez étonnant. Alors pour les 2/3 de cette salle, donc, eh bien 2015 ne sera pas l'année de la révolution technologique. Vous êtes seulement un tiers, un gros tiers, mais un tiers quand même, à estimer donc que 2015 verra des grands bouleversements dans l'industrie, dans votre domaine d'activité. Alors on en reparlera justement, ce sera l'occasion de refaire un sondage à l'issue de cette table ronde pour voir si ça a influé d'ailleurs ou pas sur les esprits. Un peu de prospective, puisqu'on est justement dans le domaine de la prospective par excellence, l'innovation avec Labaille. On va tout de suite se projeter dans le futur. Quel est pour vous le prochain domaine d'innovation, celui que vous voyez comme le futur moteur de la croissance? Et je crois que vous avez d'ailleurs des slides à nous montrer à ce sujet. J'ai deux figures à partager. Je pense que le point d'abord, c'est qu'il n'y en a pas un seul. Mais néanmoins, on a une transformation technologique qui est à l'œuvre aujourd'hui. C'est une des très grandes tendances. D'ailleurs, quand on parle avec les dirigeants, en général, l'idée que l'on a, c'est qu'à peu près la technologie va 3 fois plus vite que les décisions actuelles. D'où la tension entre les décisions entre entreprises et les transformations. Ici, ce que je voulais partager avec vous, c'est à peu près 12 technologies qui vont un peu transformer notre vie, transformer l'activité économique. Et je les regrouperai en 4 domaines. Il y a un premier domaine qui est le domaine des technologies d'information, que l'on connaît tous. C'est l'Internet mobile, c'est l'automatisation des métiers du savoir, c'est l'Internet des objets, c'est le cloud computing. On sait tous qu'on a plus de 4 milliards de la population sur le mobile. On a une puissance de calcul maintenant qui est en train d'automatiser au-delà des tâches de production les tâches des métiers du savoir. L'Internet des objets permet d'avoir des informations à tout moment de la vie, de la production. Et puis le cloud computing a réduit vraiment le coût d'accès au software. Donc là, déjà une première transformation qui est en cours, on y reviendra sûrement sur la digitalisation, mais qui transforme aussi bien des secteurs de production que des secteurs comme la santé ou les métiers ou professions du savoir. Un deuxième domaine, c'est tout ce qui est autour des machines en gros qui vont travailler pour nous. C'est la robotique de pointe, c'est les véhicules, c'est aussi l'impression 3D. Alors robotique, aujourd'hui, on atteint des nouvelles compétences. On a toujours eu des robots depuis des décennies, mais aujourd'hui, on a des robots apprenants, donc qui vont pouvoir faire de nouvelles choses, soit sur des lignes de production, soit aussi, par exemple, on le voit dans la santé, arriver à procurer des services de haut niveau. Les véhicules autonomes vont permettre de nouveau de faire au niveau des transports des choses nouvelles. Et puis l'impression 3D, très à la mode, je dirais, ces derniers temps, est en train de transformer fondamentalement la production, qui aujourd'hui était vue comme étant des chaînes de valeur mondiale. On est en train d'amener beaucoup plus près du consommateur, ou de l'utilisateur en tout cas, la production de nouveaux objets. Les deux derniers éléments, l'un est autour, je dirais, du monde du plus petit, c'est-à-dire autour de tout ce qui est la génomique et puis les matériaux, où là les transformations sont gigantesques. On sait que le coût de séquencement du génome était en milliards, maintenant est plutôt en centaines ou en milliers d'euros, et donc vont permettre de développer de nouvelles approches thérapeutiques. Et puis côté des matériaux, nouvelles compétences, nouvelles capabilities qui vont pouvoir produire des produits différents.
Et le dernier point est sur l'énergie, on en parlait tout à l'heure, on a tous maintenant en tête toute la révolution du gaz de schiste, mais au-delà de ceci, toute la question du stockage de l'énergie, avec les énergies renouvelables que l'on connaît comme intermittentes, eh bien, le stockage va permettre justement de changer les grilles de distribution énergétique et de vraiment tirer parti de ces énergies renouvelables. Alors, ces 12 technologies, on les connaît. Je voudrais juste terminer peut-être un point pour cette introduction, qui est la charte suivante, qui est simplement le potentiel économique de ces technologies. Et quand on additionne tout ça, on a à peu près la moitié du PIB mondial qui est en jeu. Alors quand je dis en jeu, ça veut dire que ça peut être soit transformé, c'est là où il y a des tas de secteurs qui vont être transformés par ces technologies, soit de la valeur ajoutée qui va être créée, soit aussi du surplus consommateur qui va être donné. On voit bien qu'aujourd'hui, dans le mobile, par exemple, une bonne partie des nouvelles compétences sont en fait des choses que l'on peut faire avec son mobile, mais qu'il n'y a pas de monétisation de ces nouvelles capabilities. Et donc, l'idée ici, c'est à peu près 34 trillions, 34 000 milliards de dollars qui sont en jeu. On voit bien que les technologies d'information, c'est à peu près 2/3 de ces enjeux, mais les autres sont aussi de l'ordre de 1000 à 2000 milliards. Donc des enjeux forts, et toute la question va être autour de la vitesse et de la monétisation de ces révolutions technologiques. Merci Éric Labaye. Alors on le voit notamment l'Internet des objets qui pèse entre 2,7 et 6,2 trillions de dollars, mais ça évidemment c'est l'estimation, c'est la fourchette à horizon 2025. L'Internet des objets, on en parle justement de manière concrète avec vous Frédéric Potter, puisque vous avez lancé votre société Netatmo, qui aujourd'hui est un point important sur la vente d'objets et la commercialisation et la production de ces objets connectés. Parlez-nous de l'offre de Netatmo et en quoi l'innovation se situe au cœur même de votre activité. Bonjour. Donc, effectivement, Netatmo est une société qui fabrique des objets connectés, donc, principalement dans la maison. Donc, notre métier consiste à regarder quels sont les objets électroniques qui sont dans la maison et à les réinventer à travers la connexion Internet, en faisant des accessoires de smartphone, de tablettes, en les connectant au cloud, en les finalement réinventant tous ces objets du quotidien. Donc, on a un certain nombre de produits qui sont en vente, comme notre thermostat qui a été dessiné par Philippe Stark, ou une caméra de surveillance qui vient remplacer les alarmes traditionnelles qu'on avait chez soi. Voilà, donc c'est une société qui est principalement active à l'export, puisqu'on exporte à peu près 85% de notre chiffre d'affaires est réalisé à l'export. On a la chance d'être dans des secteurs qui sont en très très forte croissance, avec une demande qui est sociétale, puisqu'aujourd'hui les gens ont leur vie dans leur smartphone. Ils ont mis leur contact et leur agenda il y a 15 ans, ils ont mis leur musique il y a 10 ans, ils ont mis une partie de leur relation sociale il y a 4-5 ans, et ce processus continue où l'Internet, les smartphones mangent les secteurs adjacents. Et voilà, et donc nous on s'occupe de faire ça dans le monde de la maison, sur le marché résidentiel. Qu'est-ce qui vous a donné l'idée à vous de vous lancer? Qu'est-ce qui fait que vous êtes, dans votre vie quotidienne, un entrepreneur innovant? Moi, je n'ai jamais rien fait d'autre. Voilà, donc ça fait 20 ans que je regarde avec attention les évolutions technologiques de ce monde pour créer des sociétés aux bons endroits. Voilà, donc je ne me suis pas trompé cette fois-ci non plus. Sur l'Internet, sur les objets connectés. Sur l'Internet des objets, voilà. Non, c'est un process. L'innovation, c'est un process. Il faut écouter ce que disent les grands cabinets de conseil. Ensuite, il ne faut pas nécessairement faire ce qu'ils disent. Il faut écouter ce que disent les investisseurs professionnels. Et puis ensuite, il ne faut pas nécessairement faire ce qu'ils disent aussi. Et puis vous m'avez dit, il n'y a pas de raison d'avoir peur du risque, parce qu'il n'y a pas de risque en fait. Non, il n'y a pas de risque en fait. Quand on crée une boîte de tech, il n'y a pas de risque. Il y a de risque pour personne. C'est-à-dire que quand bien même vous faites faillite, de toute façon, vous en tirez une expérience personnelle qui fait que vous rebondirez facilement. C'est assez facile de lever de l'argent dans la tech, parce que, comme le soulignait Nicolas Dufourcq dans le panel d'avant, il y a beaucoup de fonds qui sont dirigés vers la tech, donc c'est facile de lever l'argent. Et puis d'un point de vue collectif, il n'y a pas de risque non plus, puisque les cendres ou les poussières des startups qui sont mortes sont recyclées dans l'écosystème. On voit beaucoup d'entrepreneurs en France qui sont des entrepreneurs à succès, qui se sont préalablement plantés dans leur entreprise. Donc il n'y a aucun risque collectif. Ce qui est risqué, c'est de prêter son argent aux Grecs
Ça fait 150 ans qu'ils ne remboursent pas leurs dettes. Il fallait être fou pour le faire. Donc ça, c'est risqué. Ça nous donne effectivement une bonne transition avec les sujets évoqués précédemment. Clara Guémard, justement, vous, votre dernier, évidemment, dans l'entreprise, hein, dans Engie, qui évidemment n'est pas de la taille de Netatmo et qui est pour le coup un conglomérat très diversifié. Mais quel regard vous portez-vous sur l'innovation? On imagine que, y compris dans les process industriels, c'est quelque chose qui est très présent. Oui, alors d'abord, je voudrais dire que les Anglais ont Harry Potter, nous on a Frédéric Potter. Je pense qu'on devrait en faire une star, comme tous les entrepreneurs français. La France est le seul pays au monde, enfin le deuxième pays au monde derrière les États-Unis sur toutes les entreprises du digital. On devrait non seulement se le dire dans des cercles très informés comme celui-ci, mais dire aux jeunes, comme le Frédéric l'a dit, que c'est possible et surtout c'est l'avenir. Alors, je voudrais revenir... Vous avez le sentiment qu'on ne valorise pas assez les entrepreneurs dans notre société? On ne valorise pas du tout assez nos entrepreneurs, qu'ils soient d'ailleurs de petites ou de grandes entreprises. Hein. Je fais juste une aparté, mais elle me semble importante quand on parle de la fierté d'être français. Je travaillais à la demande d'un ministre précédent sur l'image de la France et je me suis amusée à interroger tous les Français que je rencontrais pour leur demander pour toi, c'est quoi la France? Et à chaque fois, j'avais deux réponses. La première, selon le bord politique, avec le gouvernement qu'on a, comment veux-tu qu'on ait une image? Et la deuxième réponse, c'était les étrangers pensent ça de nous. Donc la première chose, et le dernier constat, on n'a pas de récit économique. Donc c'est pour ça que je félicite la COFAS de faire cet événement qui est un événement qui a autant de retentissement chaque année, de rappeler que la France est un grand pays économique. Alors certes, bien sûr, on peut reprendre toutes les statistiques avec les chiffres, le fait que notre compétitivité baisse, que notre productivité baisse, etc. C'est sûr que ces chiffres ne sont pas joyeux et ils sont vrais. Mais reprenons le socle de ce qui fait la France, son génie, son inventivité. Frédéric en est un exemple. Je lui ai demandé de dîner avec Jeffrey Immelt pour vous dire à quel point c'est important pour une entreprise comme la nôtre de rencontrer des jeunes entreprises innovantes parce que c'est elles qui construisent le futur. Alors j'en reviens à General Electric. Mais justement, ce que vous venez de dire a un lien direct avec la question, c'est comment justement une entreprise qu'on imagine parfois comme un Léviathan de cette taille-là parvient en son sein à générer l'innovation et à la faire prospérer. Vous voulez vraiment me mettre en colère et que je m'en aille? Vous me dites un conglomérat, Léviathan et tout ça. Enfin, beaucoup d'activités. Ouais. D'abord, General Electric, si vous êtes un jeune et qui vous estimez que vous n'avez pas le talent... Je fais que véhiculer les idées reçues pour effectivement vous les déminir. Le but n'est pas de vous fâcher. Je m'en doute bien, mais je vous réponds quand même. Je ne peux pas laisser dire que General Electric est un Léviathan. Quand vous êtes un jeune et que vous n'avez pas le tempérament pour être entrepreneur et que vous regardez si vous voulez aller dans une entreprise, vous pouvez aller dans des entreprises qui sont à la mode, dont je ne citerai pas les noms, et puis vous pouvez aller dans une entreprise qui fait des choses qui ont du sens. Nous, General Electric, on s'occupe à notre petit niveau, parce que Novembre est une grande entreprise, c'est une petite partie du sujet, mais on s'occupe des besoins vitaux des femmes et des hommes de la planète. L'eau, l'électricité, l'énergie, la santé, on en parlera avec lui tout à l'heure. Donc, General Electric, son ADN, sa façon d'être, c'est une entreprise de haute technologie. Nous ne fabriquons que des pièces qui sont de haute technologie, avec évidemment énormément de software et maintenant de big data au service du bien-être des femmes et des hommes qui peuplent cette planète. Donc simplement pour vous dire que dans notre code génétique, c'est la technologie et l'innovation qui est au cœur de tout ça. Maintenant, quel est le monde dans lequel on vit? Aujourd'hui, petite, grande entreprise, on est tous dans cette transformation digitale. Et alors, quand vous posez la question de savoir si l'année 2015 est digitale ou non, la question, pardonnez-moi, mais elle est un peu absurde à mon sens. Pourquoi? Parce que la transformation digitale, elle a commencé il y a déjà 20 ans, si on parle d'Internet. Elle a
elle s'est transformée avec les réseaux sociaux. Et maintenant, nous rentrons dans cette révolution industrielle de l'Internet des objets, mais ce n'est pas 2015, c'était 2011, et ça sera jusque je ne sais pas, 2020, 2025. Nous aurons une économie en 2025 qui sera peut-être à 50%, 60% digitalisée. Ça ne veut pas dire qu'on ne continuera pas à fabriquer des objets, qu'il n'y aura pas d'industrie. Au contraire, la transformation de l'industrie est une transformation qui passe par le digital. Alors, si vous permettez de rentrer dans un ou deux exemples pour faire comprendre ce que je veux dire, au-delà des objets connectés, ou pardonnez-moi Frédéric, je pense que les gens comprennent ce que c'est. Qu'est-ce que c'est dans l'industrie, la transformation digitale? Les moteurs d'avion. On a un partenariat avec Safran qui dure depuis 40 ans, la plus belle success story de l'industrie. On la continue pour les 40 ans à venir. Qu'est-ce qu'on est en train de faire? On est en train de mettre des senseurs, enfin des capteurs sur les pièces des moteurs d'avion qui permettent en temps réel, pendant que l'avion vole, de savoir au niveau, selon son altitude, selon la vitesse, selon la chaleur, combien il consomme. Donc ça permet d'avoir un dialogue avec le pilote pour essayer de consommer bien, moins, mais aussi de savoir quelle est la fatigue des pièces. Et donc de pouvoir, au lieu de faire un changement des pièces selon le nombre d'heures, les pièces disent elles-mêmes quand est-ce qu'elles ont besoin d'être réparées. Dans le domaine de la santé, la transformation, là aussi, elle est majeure. On a aujourd'hui un système de santé où le malade vient à l'examen, vient se faire soigner à l'hôpital. On est en train de venir avec la miniaturisation des pièces, avec l'iPad, avec l'iPhone, etc., au fait que le malade, c'est non seulement l'examen, mais le traitement qui va venir à lui. Et qui va non seulement soigner un cancer du sein, mais qui va soigner son propre cancer, qui sera lié aussi au diagnostic de son ADN, qui permettra de comprendre quelles sont les conséquences pour lui de ce cancer. Moi, j'ai une amie qui travaille chez General Electric. Elle n'était pas là pendant quelques mois et elle revient, et elle est américaine. Elle me dit, j'ai eu un cancer du sein, mais grâce à l'analyse de mon ADN, je n'ai pas eu du tout de chimio. Vous vous rendez compte ce que c'est quand vous avez un cancer, de ne plus avoir de chimio, tout simplement parce qu'on a pu voir que, certes, elle avait une tumeur, on lui a enlevé, on a fait de la radio, mais on a pu voir qu'elle n'avait pas de risque par rapport aux autres risques supérieurs d'avoir un autre cancer, donc elle pouvait éviter la chimio. Donc je donne ces types d'exemples pour montrer que ça a un impact évidemment sur la vie des gens, mais ça va surtout accélérer complètement et révolutionner la production industrielle. Je pourrais vous en donner des tonnes d'exemples. Je voudrais juste terminer sur un point. Là où c'est évidemment crucial pour nous, pour une entreprise comme General Electric, mais comme pour toutes les entreprises industrielles, que ce soit EDF, que ce soit Peugeot, que ce soit Renault, enfin toutes les entreprises industrielles qui sont présentes sur le sol français, c'est que si nous ne faisons pas cette transformation digitale, d'autres vont la faire pour nous, qui s'appellent Google ou qui s'appellent autre chose. Ils sont en train d'entrer sur notre propre terrain et on va finir par vendre des carcasses et tout le savoir va être fait par d'autres. Donc aujourd'hui, on est au cœur d'une nouvelle industrie qui est une industrie de la connaissance. C'est la connaissance et le savoir qu'on met autour des pièces qui vont faire qu'elles dialoguent entre elles, qu'elles dialoguent avec l'homme et qu'elles permettent à la fois d'améliorer la performance. Avec l'imprimante 3D, effectivement, comme vous l'avez très bien dit, par exemple, nous, on fait des pièces de moteur d'avion. Avant, on mettait 3 mois, maintenant, on met 3 semaines. Elles sont plus légères et elles pèsent, donc c'est important, et elles sont plus résistantes. Donc, toutes ces technologies que vous avez très, très bien décrites sont en train de nous emmener dans une transformation industrielle majeure. Merci, Clara Guémard. Luc Ferry, je vous ai vu sortir l'espace d'un instant votre téléphone d'une fameuse marque à la pomme. C'est souvent l'exemple que vous prenez pour dire justement que l'innovation, c'est un concentré de mondialisation. Ah oui, c'est vrai que ce petit objet-là, c'est vraiment un exemple formidable. C'est probablement l'objet sur lequel... Les premiers clients, et c'est l'objet sur lequel, disons, ce que Schumpeter avait décrit, c'est-à-dire la logique de l'innovation, ce qu'il appelait la destruction créatrice, est peut-être la plus impressionnante. Quand Steve Jobs était encore de ce monde, chaque fois qu'il sortait un nouvel iPhone, c'était un événement, et il insistait évidemment sur les innovations. D'ailleurs, un peu déçu par le 6, pour être franc, mais voilà, parce que, et puis aussi, quand on change la connectique, c'est plus du racket que de l'innovation, mais bon, ça marche quand même, ça pousse quand même à la croissance. Et donc, moi, je me suis intéressé à partir de ces petits objets, et notamment en travaillant sur le big data, et en voyant que,
Je pense que 99% des Français n'ont même aucune idée de ce que c'est que le big data. Et quand ils voient les cookies en surfant sur Internet, ils n'ont là aussi probablement à peu près aucune idée de ce que ça signifie réellement. Et donc je me suis intéressé à la question des freins à l'innovation. Quand vous regardez dans l'histoire, l'innovation, à partir du moment où on invente en Europe le capitalisme, les sociétés modernes, les innovations nous ont apporté des bouleversements formidables. On a des statistiques sur l'espérance de vie à partir à peu près de 1750. Notre espérance de vie, nous, vieux Européens, en France en particulier, mais enfin ça vaut pour à peu près le reste de l'Europe de l'Ouest, a été multiplié par 3 depuis 1750. Notre niveau de vie réel par 20 depuis le milieu du XVIIIe siècle, et simplement depuis mon enfance, depuis les années 50, le vrai niveau de vie a été multiplié par 3. Donc tout ça à cause d'innovations scientifiques, médicales, sociales aussi, extraordinaires. Donc cette logique de l'innovation, elle était patente, mais en même temps, il y a, comme dans la guerre des étoiles, il y a le côté obscur de la force. C'est-à-dire qu'il y a des aspects extraordinairement négatifs. Et ce qui m'a frappé, c'est que dans le milieu de l'entreprise, par exemple, si vous parlez avec des dirigeants du MEDEF, que par ailleurs, j'ai grande sympathie pour eux, ce n'est pas du tout une vacherie que je vais dire, mais en gros, pour eux, l'ennemi, c'est l'État et la CGT, quoi. Bon, voilà, il y a la tracasserie administrative et les impôts d'un côté, et puis il y a les boulets de l'autre, les frondeurs, les types qui sont encore dans l'archéo-keynésianisme, qui n'ont pas lu Schumpeter et qui cassent la logique de l'investissement et de l'innovation. Je ne dis pas du tout que c'est faux, hein, je dis que c'est même assez vrai, hélas, mais il y a des freins qui sont beaucoup plus profonds que cela, à l'intérieur même du monde de l'entreprise, et qui ne sont pas seulement psychologique. Pour donner un seul exemple, quand Gutenberg invente l'imprimerie, donc la première grande mutation, innovation multi-usage, lorsqu'il invente l'imprimerie, on estime aujourd'hui qu'un ouvrier imprimeur mettait au chômage 200 copistes. Et évidemment, il le prenait mal. Vous avez tous appris à l'école la révolte des canuts, ça vous dit quelque chose. Vous savez que c'est de là que vient le mot sabotage, parce que les tisserands mettaient les sabots dans les machines à tisser pour les bloquer, parce que, évidemment, les machines à tisser leur prenaient leurs emplois. Si je traduit dans les termes qui sont ceux d'aujourd'hui, je dirais que si j'étais libraire, je n'aimerais pas Amazon. Il n'y a rien à faire. Il y a 3000 libraires en France, il va leur arriver exactement la même chose qu'aux disquaires. Bon. Et de la même manière, si j'étais patron d'une agence de voyage, je n'aurais pas une grande sympathie pour TripAdvisor, pour Kayak, etc. Et donc, à l'intérieur même du monde, même libéral, si vous voulez, indépendamment de l'État et de la CGT, pour dire les choses un peu brutalement, mais on se comprend, il y a un mécanisme de destruction créatrice permanent qui crée des effets pervers redoutables et qui, évidemment, freinent la logique de l'innovation si on ne prend pas en compte cet aspect négatif des choses. Juste encore un point. J'étais là cette semaine avec le patron de Google France, qui est un type d'ailleurs formidablement sympathique et intelligent, et qui expliquait comment il allait se servir du big data pour contextualiser encore plus la publicité en fonction de l'heure et du lieu. Hein, si vous cherchez un restaurant chinois à 12h30 dans le 15e arrondissement, il y a des grandes chances que ce soit pour aller bouffer. Si c'est à 3h du matin, ça n'a pas le même sens. Et donc on affine la cible et la contextualisation. Et puis ils vont vers le mobile de plus en plus, puisque le mobile représente aujourd'hui 8% de la pub, et il va représenter beaucoup plus dans 10 ans. Et donc ils travaillent sur ces questions de big data. Et ce qui était très frappant, il y avait beaucoup de Français dans la salle, c'est que pour l'essentiel, en France, on est très bon sur la régulation, la CNIL est formidable, mais on est très peu bon, si je puis dire, ou assez mauvais sur l'innovation. On s'intéresse, je vais le dire comme dans ces termes-là, parce que je crois qu'ils sont assez frappants. Aux États-Unis, on pense d'abord aux consommateurs, en France, on pense d'abord aux citoyens. C'est pas absurde hein, comme problématique, la protection de la vie privée, tout ça a du sens, mais on en oublie l'innovation, ce qui fait que toutes les grandes entreprises big data sont aujourd'hui, pour l'essentiel américaines, et puis maintenant chinoises et même russes, et très très peu européennes, et pas du tout françaises, ou quasiment pas. Et donc on a là vraiment un problème majeur, et je pense que si on ne réfléchit pas aux freins, aux réticences, aux résistances que soulève l'innovation, et si on pense que c'est simplement voilà, juste l'État et les syndicats, on passe complètement à côté du problème, et que si on veut lever les freins à l'innovation, ce qui est évidemment mon but dans ce petit livre que j'avais écrit, que vous avez cité tout à l'heure gentiment, l'innovation destructrice. Pourquoi j'ai appelé ça l'innovation destructrice? Parce que destruction créatrice, c'est mon seul désaccord avec Schumpeter, que je trouve par ailleurs absolument génial. La destruction ne crée rien, c'est pas vrai. Hein, j'ai fait tomber mon iPhone 5 l'autre jour dans l'évier, enfin je vais dire dans l'évier pour être poli, mais ça arrive. Et je vais vous dire, ça n'a pas créé le 6, j'ai regretté beaucoup, parce que voilà. Donc
c'est l'innovation qui est destructrice, c'est pas le contraire, vous voyez. Et donc, non, je blague, mais c'est pas entièrement une blague. C'est-à-dire que c'est la logique de l'innovation qui, créant des destructions, d'ailleurs avec d'emploi notamment, avec une question que je pose à tous mes amis économistes, et je m'arrêterai là, je vous la pose, parce que j'aimerais beaucoup avoir la réponse, parce que est-ce qu'on peut imaginer une croissance sans emploi? C'est ça le fond du problème. On peut très bien imaginer qu'il y ait une croissance qui parte avec la robotique et la numérisation. On peut imaginer des entreprises qui sont en pleine croissance, mais avec une déperdition d'emplois considérable, ce qui reposera, je ne sais pas, des problèmes du type allocation universelle. Mais voilà, ce type de question-là, on ne peut pas non plus la mettre entièrement de côté. Et voilà, mes amis économistes, qui ne sont pas tous mauvais, ne savent pas répondre en vérité à cette question. On a cru un temps à une croissance sans usine, on en parlait tout à l'heure. Je crois que Fred Potter voulait réagir. Mais je suis preneur, si vous avez une réponse, moi j'adore ça. Ouais. Je voudrais faire peut-être 2 remarques sur ce qui vient d'être dit. La première remarque, c'est que une grande partie des innovations qu'ont fait les Américains ces 20 dernières années, c'est des gadgets au début. Moi, quand j'ai eu un PC à 14 ans, c'était un gadget. Ça ne marchait pas, ça pesait lourd, c'était moche comme tout, c'était ridicule comme objet. C'était un gadget et ça servait à rien. C'est-à-dire qu'on achetait ça sans savoir à quoi ça allait servir. Bon, moi, toute ma vie d'entrepreneur, quand j'ai créé des sociétés, j'ai dû cacher le produit que j'avais l'intention de faire à mes fournisseurs pour qu'ils me fassent confiance. Je dis, t'inquiète pas, ça va bien se passer, parce que si vous dites aux gens, voilà, je suis en train d'investir 2 millions d'euros de ma poche pour faire une balance connectée à Internet, un peu personne connectée à Internet, les gens vous regardent avec des yeux écarquillés, alors qu'on voit qu'en fait, il y a un pan entier d'industrie qui s'est créé autour de la santé connectée et de la mesure de la performance sportive. Dans la maison, c'est exactement pareil, mais à quoi ça sert de piloter son chauffage depuis son smartphone? C'est un gadget, hein, tout le monde dit mais ça ne sert à rien, j'en ai pas besoin, sauf qu'en fait, 40% des émissions de CO2 sur la planète, c'est le chauffage des bâtiments qui, l'essentiel du temps, sont vides. Donc, on voit bien qu'avec les technologies de l'information, déjà cesser de chauffer les bâtiments vides. Mais tout ça pour dire que, il ne faut pas hésiter de faire des gadgets. Les drones, c'était des jouets. Aujourd'hui, ça révolutionne des pans entiers de l'industrie. L'iPhone, c'était une calculette dont on ne savait pas très bien à quoi ça allait servir. Et en France, on a des difficultés, parce qu'on est des gens sérieux, dans nos formes, voilà. On a des difficultés à faire des gadgets, vous le disiez très bien. Alors, il y a la médecine, il y a l'aéronautique, ça c'est grandiose. Mais il faut aussi savoir faire des gadgets. Et deuxièmement, deuxième remarque sur ce que vous avez dit sur les secteurs d'innovation, et pour rebondir sur l'importance de la réglementation, il y a un certain nombre des secteurs d'innovation que vous avez cités, dans lesquels, pour des raisons réglementaires, la France ne pourra pas intervenir. Les hydrocarbures non conventionnels, c'est interdit. Et c'est interdit de faire de la recherche sur les techniques qui pourraient permettre d'en avoir une exploitation qui n'ait pas d'inconvénients environnementaux. C'est interdit. Donc, sur les questions génétiques, on a des lois de bioéthique qui sont très conservatrices par rapport aux pays asiatiques en particulier. Sur les OGM, c'est interdit de cultiver des OGM en plein champ. Bon. Sur le nucléaire, ce n'est pas interdit, mais enfin, il y a quand même une grande partie de ceux qui nous gouvernent qui aimeraient réussir à l'interdire. Ils vont peut-être y arriver. Donc, on voit que le poids du politique et le poids de la réglementation est quand même tout à fait notable. Clara Guémard. Oui, moi, je voulais réagir à plusieurs choses. La première, qui est la question de la croissance sans emploi. D'abord, vous l'avez très bien dit en introduction, les États-Unis font mentir cette analyse, puisqu'on a vu que pendant un temps, la reprise américaine était sans emploi, et aujourd'hui, l'emploi revient. On est à 6% de chômage aux États-Unis, c'est en train de descendre. Donc l'idée qu'il y ait une croissance sans emploi me semble fausse. Qu'il y ait des métiers qui disparaissent, je pense que l'analyse de Luc est tout à fait exacte. Et puis il ne faut quand même pas oublier que l'économie réelle subsiste. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on regarde les entreprises qui réussissent, les startups qui réussissent, elles ne sont pas toutes dans le digital. Beaucoup sont dans des secteurs très traditionnels. Hein. On prend souvent l'exemple de Michel et Augustin. Quoi de plus traditionnel que de faire des petits gâteaux, hein. Sauf qu'ils ont réussi à le vendre sur la planète entière. Il faudra toujours continuer à s'habiller, à avoir un toit, à se soigner, à se nourrir. Donc tout ça, c'est de l'économie réelle, même s'il y a du digital dedans. Moi, je voudrais revenir sur un point qui me semble extrêmement important, qui est justement la forme
d'aveuglement des économistes aujourd'hui. Non pas parce qu'ils ne sont pas bons, ils sont excellents, mais parce qu'on rentre dans un monde où les instruments de mesure dont on dispose ne sont plus les bons. Je vous donne un exemple. Je ne sais pas comment Frédéric a fait il y a 20 ans, mais aujourd'hui, les jeunes qu'on voit autour de nous et qui créent des start-up, ils se mettent à 5 dans une pièce, ils travaillent 18 heures par jour, ils ne touchent pas de salaire, ils ne versent pas de charges sociales, ils ne payent pas d'impôts. Au regard de la loi, c'est de l'esclavage. S'il y avait un directeur départemental du travail qui rentrait là, il dirait c'est totalement contraire à la règle. Et donc, ce que je voudrais mettre en valeur, c'est 2 choses. La première, c'est que du travail, il y en a. L'emploi, c'est différent. Parce que la conception de l'emploi qu'on a, qui est un emploi salarié, devient une denrée, non pas désuète, mais qui ne sera plus la seule façon de travailler. La deuxième chose que je voudrais souligner, c'est que aujourd'hui, ceux qui gagnent, ce sont ceux qui créent. C'est la création, c'est l'invention, ce que disait très bien Frédéric. C'est-à-dire qu'il n'y a rien à perdre à créer. Et c'est vrai dans le monde industriel, mais c'est vrai dans le monde du spectacle, c'est vrai dans le monde de la culture, c'est vrai dans le monde... Et donc on a aujourd'hui, on est en train de passer du Moyen-Âge à la Renaissance, on a créé des châteaux forts, des très grosses structures, et il va falloir d'une certaine manière les casser pour que la Renaissance puisse éclore. On entre dans une économie de la connaissance, et cette connaissance, elle est complètement transversale, elle est multisecteur. Ce que fait Frédéric, il pourrait le faire en dehors que du bâtiment, il pourrait le faire dans la santé, il pourrait le faire ailleurs. Et donc, le frein, comme le dit comme très des bien... barrières à l'entrée, ces règles qui existent, et notamment sur l'emploi, mais pas seulement. C'est-à-dire qu'on a créé des règles qui correspondaient qui ont 70 ans d'âge. Ce n'est pas qu'elles soient mauvaises, c'est qu'elles sont juste vieilles. Elles convenaient à une économie de reconstruction, à une économie où on devait bâtir la protection sociale, mais pas du tout à la fluidité et à l'agilité dont on a besoin aujourd'hui. Et donc, ce n'est pas une remise en cause de la protection sociale, mais c'est juste ou des fameux droits acquis, c'est juste que le premier des droits, c'est de travailler. C'est de travailler et de toucher une rémunération peut-être différée. Donc, je voudrais prendre cet exemple important qui est celui de la rémunération du risque, qui est aujourd'hui plus taxée en France que le salaire. Et tant qu'on ne réformera pas ça, c'est-à-dire qu'on ne donnera pas l'opportunité aux jeunes de créer une boîte et de se dire je ne vais pas gagner de l'argent maintenant, mais je vais en gagner demain. Aujourd'hui, vous avez plein d'initiatives avec du crowdfunding, mais les jeunes, ce qu'ils cherchent, c'est de la notoriété. Parce que la notoriété leur permettra de faire. Ils ne cherchent pas forcément de l'argent, ils cherchent de la notoriété. Je ne dis pas qu'il ne faut pas de l'argent pour financer tout ça. Éric Labaille. Oui, je voulais juste réagir également à la question là, sur la croissance sans emploi, juste en prenant une perspective un peu plus longue, qui est, on a regardé les 50 dernières années et les 50 prochaines. Et quand on a la croissance mondiale sur les 50 dernières années, c'est à peu près 3,6% de croissance, qui se répartit en 2 sources. Une source productivité, 1,8, et une autre source qui est plus de gens au travail, en gros une population active liée à la démographie. Quand on regarde les 50 prochaines années, évidemment les cas vont varier par pays, mais en moyenne, le 1,8 d'emploi descend à 0,3. Et en partie parce que le vieillissement de la population. Il y a des pays émergents qui croissent, mais en moyenne, c'est 0,3. Et donc, ce qui introduit justement une baisse de la croissance, mais aussi une baisse de la croissance du GDP par tête ou du PNB par tête, qui va baisser de 20 à 30% en termes de son taux de croissance. Et donc, ça met en exergue 2 choses. Un, il va sûrement falloir travailler sur la productivité, d'où l'importance de se dire comment ces nouvelles technologies, cette innovation peut nous permettre de booster la productivité. Il faudrait qu'elle booste de 1,8 à peut-être 2,2, 2,3, 2,4. Donc là, l'importance qu'on n'a pas encore vu complètement dans l'économie. Quand on regarde les 10 dernières années, on n'a pas un boost de la productivité énorme. Et deuxièmement, donc du coup, le 0,3 d'emploi, on se dit, bien, au contraire, on est en train de se dire, est-ce qu'on peut avoir 0,4, 0,5, 0,6, en fait, plus de gens qui travaillent que ce qui est prévu sur les 50 prochaines années. Donc l'équation, elle est là, elle n'est pas complètement résolue, mais il y a quand même, on se dit qu'il n'y a pas trop d'emplois. Au contraire, on va plutôt avoir besoin d'emplois et besoin de booster la productivité à la fois si on veut maintenir le niveau de vie pour les prochaines années, en tout cas en moyenne dans le monde. Claire Gaymard, vous voulez dire ? Moi, je voudrais rajouter, pas du tout vos chiffres, mais alors pas du tout. Ils sont certainement mathématiquement justes, mais je pense qu'ils sont réellement faux. D'abord parce que toutes les innovations démontrent que toutes les projections qu'on peut faire sur le futur se sont avérées fausses. Et aujourd'hui, la seule chose que l'on sait, la seule certitude qu'on peut avoir,
c'est qu'on entre dans un monde extrêmement volatile, d'ailleurs pas simplement pour des questions d'innovation, mais des questions de géopolitique. Alors, je comprends le sens de ce que vous voulez dire, mais je pense qu'on ne peut pas faire croire aux gens que... aujourd'hui, la théorie, c'est de dire que la productivité baisse. Je vous donne un exemple. Je reprends. Attendez, je n'ai pas fait de projection. J'ai posé un problème. J'ai donné un chiffre historique de 1,8 et de 1,7 qui oui, mais après, vous êtes allé sur le futur. Oui, mais justement, en disant la problématique du futur est de faire monter la productivité et de faire monter l'emploi. Parce qu'aujourd'hui, à toute chose égale par ailleurs, vous descendez d'une croissance mondiale de 3,6 à une croissance mondiale de 2,1. Donc moi, je pose plutôt les chiffres. Aujourd'hui, la démographie, c'est quelque chose qu'on connaît bien, sur les 50 prochaines années, qui donne une croissance, en gros, de l'emploi de 0,3. En tout cas, de la population active de 0,3. Et donc, du coup, là, on a un déficit d'accroissement de population qui met deux questions. Je pose deux questions en exergue. Un, comment est-ce qu'on accroît la population active, donc le nombre de gens au travail? Et deux, ou en tout cas le temps de travail dans une vie. Et deux, comment est-ce qu'on va faire croître la productivité de 1,8 à plus? Et donc, justement, moi, je suis en train de dire qu'au contraire, l'innovation aujourd'hui, les technologies dont on est en train de parler, il y a une formidable source qui permet de monter la productivité et justement de monter la croissance mondiale. Je voudrais juste terminer sur ce que je voulais dire sur la productivité. Aujourd'hui, Patrick Artus sort un livre en disant qu'il y a une baisse tendancielle de la productivité dans l'économie mondiale. Ça aujourd'hui. Le problème qu'il y a, c'est qu'aujourd'hui, toute l'économie digitale, qui est une économie virtuelle, elle n'est pas intégrée ni dans la croissance, ni dans la productivité. Si j'ai une personne qui a un cancer du sein, le fait qu'on fabrique des machines qui permettent d'anticiper ce cancer et le fait que les femmes continuent à travailler, sont soignées de façon plus brève et vivent plus longtemps. Ça rentre dans la comptabilité de la sécurité sociale et ça fait un coût. Le bénéfice du fait que ces femmes peuvent continuer à travailler, il est nulle part, ni dans la croissance, ni dans la productivité. Le fait qu'aujourd'hui, vous n'êtes pas obligé, sur votre téléphone, vous n'allez plus faire la queue à la SNCF pour acheter votre billet de train, le fait que vous pouvez écrire votre propre musique, le fait que vous pouvez faire vos propres films, c'est des éléments de productivité qui sont inscrits nulle part, qui ne sont pas dans les chiffres, parce qu'encore une fois, ça ne se traduit pas en une feuille de salaire, en des impôts qu'on verse, etc. Donc ça n'est pas inscrit dans la croissance. Et donc je pense qu'il y a un vrai sujet aujourd'hui de regarder l'économie, le bénéfice, le bien-être, ce que Luc Ferry a dit sur le bien-être que nous avons, au fait qu'on n'a plus toutes ces charges qui nous prennent beaucoup de temps et qui nous permettent d'être plus inventifs, plus créatifs, même si ça ne se retrouve pas dans les chiffres aujourd'hui, dans les chiffres de la croissance et dans les chiffres de la productivité. Parvenir à mesurer donc l'apport de ces nouvelles technologies. On ne sait pas le mesurer. On ne sait pas le mesurer. Luc Ferry, vous voulez réagir? Et puis j'ai également une autre question juste après pour vous. Oui, j'entendais tout à l'heure notre brillant économiste, pardon, je n'avais pas retenu votre nom, Éric, le prénom, c'est bien ça? Pas du tout. Ah non. Yves, pardon, excusez-moi, je n'ai pas les notes sous les yeux. Yves, voilà, expliquer les freins à l'investissement. Donc à la fois les dettes des ménages, des entreprises, des États, et puis de l'autre côté les risques politiques. Il y a un élément que j'ajouterais, parce que je crois que c'est quand même le problème numéro 1 de la France aujourd'hui, c'est quand même la question des investissements innovants et des freins à l'investissement innovant. C'est quand même sur le plan macroéconomique, me semble-t-il, le problème numéro 1 de la France. Si j'étais ministre de l'économie et des finances, ce serait quasiment mon seul sujet. Comment relancer l'investissement innovant? C'est le sujet, en tout cas numéro 1, et tous les autres en dépendent. Alors il y a les réglementations que vous évoquiez, et il y a justement à l'origine même de ces réglementations qui sont terriblement compressives, si je puis dire, qui vous enferment comme des esquimaux dans un igloo. C'est quand même le fichu principe de précaution. Quand vous regardez l'histoire de ce principe et quand vous regardez que la France, que c'est la droite en France qui a fait cette immonde connerie d'inscrire le principe de précaution dans la Constitution, les bras m'en tombent des mains. Et quand vous regardez la formulation du principe de précaution, parce que personne ne la connaît exactement, la plupart du temps, très peu de gens la connaissent, elle apparaît pour la première fois en 1992 au sommet de Rio, et la formulation exacte est la suivante. Ça n'est pas, écoutez bien, l'absence de certitude scientifique absolue, l'absence de certitude scientifique absolue ne doit pas servir de prétexte
à ne pas interdire ceci ou cela. Et la première interdiction en France par le Conseil d'État, c'est un arrêté du ministère de l'Agriculture qui mettait sur le marché des OGM qui ne présentaient évidemment aucun danger. Et donc on a interdit ces OGM, la mise sur le marché de ces OGM au nom du principe de précaution. Et donc c'est quand même un symbole extraordinaire. Nous sommes rentrés dans une société de la peur. Nous avons peur de tout aujourd'hui en France. On a peur du sexe, de l'alcool, du tabac, de la vitesse, des côtes de bœuf, des poulets, des nanotechnologies, des OGM, de la Turquie, de la mondialisation, du réchauffement climatique, de mon vieil ami Claude Allègre et de mille choses plus abominables encore. Et donc on est là rentré dans une société de la peur dont le principe de précaution. Et quand c'est la droite qui fait ça, comment voulez-vous demander à la gauche d'être plus intelligente? Et on ne retirera jamais ce principe. Mais bien sûr, c'est ça le fond du problème. Et donc on a là quand même un symbole. Et juste un point sur le big data à nouveau. J'étais très frappé par les discussions autour du big data, elles sont d'ailleurs tout à fait passionnantes. Mais chaque fois en France, on insiste sur les risques. On dit, voilà, il va y avoir des risques sur la vie privée, ce qui est vrai. On va enfermer les gens dans leur goût parce qu'on va leur envoyer toujours les mêmes publicités, ce qui n'est pas vrai, mais ce qui pourrait être un risque. On va faire des campagnes électorales qui seront encore plus démagogiques que les campagnes électorales d'aujourd'hui, etc. Mais on pourrait présenter les choses complètement à l'inverse. Il y a un très très bon livre de Laurent Alexandre, qui est un excellent scientifique, un grand médecin, et qui écrit ce livre sur la mort du cancer, sur la fin du cancer, vaincre le cancer, la victoire. Et il explique comment c'est Google, en effet, qui s'est investi dans l'affaire, qui permettra véritablement de vaincre le cancer. Je pense qu'il a profondément raison, parce que pour réussir à vaincre le cancer, il faut comparer des milliards de cellules et de destins de cancers individuels. Et donc on pourrait très bien montrer que le big data, ça va avoir des retombées en termes de santé absolument formidables, lutte contre le terrorisme absolument formidable, gestion du trafic aérien formidable, des catastrophes humanitaires, là aussi des effets très positifs. Non, en France, on va présenter les choses uniquement sous l'aspect négatif de l'atteinte à la vie privée et de la démagogie des campagnes électorales ou ce type de sujet. Voilà, et donc encore une fois, on s'intéresse plus à la protection du citoyen qu'à l'innovation qui va apporter du bien-être et peut-être même plus que cela, peut-être même un peu de bonheur aux consommateurs. Donc ça, c'est un vrai sujet de société. Pourquoi c'est comme ça? Il y a des raisons. Mais je vois, vous êtes impatient. Non, parce que je pensais à une chose, c'est effectivement... Non, je ne suis pas du tout impatient. Je voyais que Fred Poton voulait réagir, mais je voulais simplement compléter votre propos. Effectivement, aujourd'hui, l'innovation, les aspects positifs très largement et les développements qui sont en cours, vous citiez l'exemple de Google, à condition que les États permettent à ces développements d'exister. Exactement. On sait notamment que sur la possibilité, par exemple, pour les patients de communiquer même anonymement leurs données à des moteurs de recherche comme Google, aujourd'hui, c'est rendu quasiment impossible par la législation de beaucoup d'États. Bien sûr. Et ça suppose donc une réglementation supra-étatique qui permet de régler ce type de problème, ce qui n'est pas possible aujourd'hui. Donc je ne dis sûrement pas et certainement pas que ces questions de protection de la vie privée soient des questions secondaires. Ça pose des problématiques pour les assureurs, d'ailleurs, qui sont considérables. Donc tout ça, on le balise assez bien aujourd'hui, on le comprend assez bien. Dans la lutte contre le terrorisme aussi, on a des problèmes de protection de la vie privée qui sont considérables. Et donc je pense que des grandes firmes comme Google vont jouer le jeu. Mais encore une fois, vous pouvez présenter la logique de l'innovation en insistant sur les aspects destructeurs et sur les aspects bouleversants. Il y en a beaucoup. J'aurais pu prendre l'exemple du mariage gay, parce que ce n'est pas simplement les innovations dans le domaine des produits technologiques comme l'iPhone, mais l'innovation, la logique de l'innovation qui détruit les traditions, c'est la logique des sociétés capitalistes dans tous les domaines, c'est la logique de l'art contemporain. Pourquoi l'art contemporain plaît tellement à mon ami François Pinault et très très peu aux paysans de Corrèze? Bon, qui n'a pas les moyens d'acheter un chien en ballon à 55 millions de dollars, comme celui de Jeff Koons, mais qui en plus s'en fout comme de l'an 40. Bon, c'est pas son problème. Lui, il aimerait mieux que ce soit bien peint, bon, pour dire les choses franchement. À mon avis, il a raison d'ailleurs, mais peu importe. Mais oui, c'est comme ça que je pense, mais peu importe. Mais en tout cas, vous voyez ce que je veux dire, c'est que la logique de l'innovation et de la rupture avec la tradition, c'est la logique aussi des évolutions dans le domaine des spiritualités religieuses, le mariage gay étant un très bon exemple. Le mariage gay, moi je suis tout à fait pour, et ça ne me gêne absolument en rien. Du moment qu'on ne m'oblige pas à vous épouser, tout va bien. Mais, entre autres, mais voilà. Mais, je le prends pas mal. Hein, mais je pense que la logique des sociétés démocratiques, c'est d'organiser la coexistence pacifique de modes de vie différents. Et que ça
n'empêchera pas les catholiques de se marier à l'église, les juifs à la syna et les autres à la mosquée. Tout ça me paraît très peu dangereux, mais est tout à fait acceptable pour être franc. Mais je comprends parfaitement, et je le dis sans aucune ironie, que mes amis catholiques ou juifs traditionnalistes considèrent, comme Christine Boustinck, que c'est une abomination. C'est tout à fait compréhensible. Et donc cette logique de l'innovation qui rompt avec la tradition, encore une fois, c'est la logique de l'information, c'est la logique de BFM. Chaque jour, on est obligé d'inventer quelque chose de nouveau parce qu'on a déjà eu 3 fois les mêmes informations sur son smartphone, sur France Info et sur BFM en rentrant le soir. Donc le malheureux patron du Figaro, il est bien obligé d'inventer du nouveau chaque matin et du nouveau par rapport à cette information en continu. Ce qui d'ailleurs produit un effet pervers assez frappant, c'est que dans la presse d'aujourd'hui, le nouveau est devenu beaucoup plus important que l'important. C'est ça qu'on vit. Et donc tous ces effets-là, que ce soit en termes de morale, en termes d'art, en termes de spiritualité ou en termes d'information, cette course à l'innovation permanente, elle produit des effets pervers qui sont considérables. On peut présenter encore une fois les choses, soit en parlant du côté obscur de la force, comme dans la guerre des étoiles, soit en parlant des progrès absolument extraordinaires que ces innovations nous apportent. Mais en tout cas, le rôle de l'État aujourd'hui, et je termine avec ça, pardon d'avoir été un peu long, mais je pense que le rôle de l'État aujourd'hui, ce serait justement de prendre en compte ces innovations et les effets pervers qu'elles produisent. Est-ce que l'État doit laisser crever, par exemple, les libraires? Voilà une vraie question. Si vous êtes un libéral pur et dur, vous vous dites, bah oui, je m'en fous des libraires qui crèvent, ils seront remplacés par Amazon. Mais si vous n'êtes pas un libéral pur et dur, vous vous posez la question de savoir comment on doit accompagner ces destructions massives d'emplois. Même si, au total, je suis d'accord avec ce que disait Clara, je pense qu'au total, je suis schumpeterien, je reste optimiste, Amazon créera plus d'emplois qu'il n'en détruit à côté. Mais ce n'est pas absolument certain à terme. C'est-à-dire qu'avec la robotisation, on peut quand même se poser la question. Ouais, moi, je voudrais quand même rebondir sur ce que dit Luc, puisqu'on est en train de parler... Oui, parce qu'on est en train de parler d'innovation. Et je pense qu'effectivement, il faut prendre l'innovation, je suis la première à le dire, de façon positive et que surtout on n'imagine pas où l'innovation va nous mener. C'est d'ailleurs justement la magie de l'invention et de l'innovation. Tout de même, parce qu'on est ici en France, c'est vrai que la COFAS s'occupe du monde, mais il y a un sujet sur le digital et ce n'est pas forcément un effet pervers, c'est justement peut-être le fait d'une ignorance. Le monde va être de plus en plus digital et moi ce qui m'inquiète en tant que Française et en tant qu'Européenne, c'est que l'Europe devienne un gigantesque centre de coûts et que la Silicon Valley soit un centre de profit. Et que, après tout, moi j'ai évidemment beaucoup d'amitié pour Nick Leader, qui est le patron de Google France, mais est-ce que dans les années 50, on aurait accepté qu'un groupe industriel, un groupe quel qu'il soit, ait 90%, enfin un monopole de fait, et ne paye pas d'impôts? Personne ne l'aurait accepté. Les États-Unis auraient joué leur rôle de gendarme. Donc on a quand même aujourd'hui un problème qui est le fait que, comme le dit très bien la chanson d'Abba, « the winner takes it all ». Dans l'innovation aujourd'hui... Il y a une prime au leader aujourd'hui. Enfin, plus qu'une prime au leader. Donc je voudrais juste dire qu'on fera aimer aux Français l'innovation à partir du moment où on leur donne le sentiment qu'ils peuvent en être non seulement les créateurs, mais aussi les dépositaires. Oui, c'est l'œuf et la poule. Fred Potter. Effectivement, il y a, face à ces questions d'innovation, une grande naïveté. C'est-à-dire qu'on pense que les gens de Google, ils vont soigner le cancer gratos. C'est Julie qui va soigner le cancer, hein, mais c'est pas Google. En fait, effectivement, c'est peut-être eux qui trouveront des clés à tout ceci, mais ce ne sera pas gratos. Et ensuite, on y passera tous, et il faudra tous aller payer notre dîme à Google, qui aura mis au point ces technologies-là dans un contexte réglementaire qui lui autorise, alors que chez nous, si on souhaitait autoriser des fichages génétiques permettant de mettre au point ces innovations, on aurait de nouveau 1 million de personnes dans la rue pour défiler contre. Donc à la fois, on a une aversion à l'innovation qui fait qu'on en a peur, et d'un autre côté, une fois que les autres l'ont mise au point, il faut bien comprendre que ce n'est pas gratos. Le gaz américain n'est pas gratuit. Quand on devra acheter du nucléaire aux Chinois parce qu'ils auront mis au point des technologies supérieures aux nôtres, ça ne sera pas gratuit. La biotech américaine ne sera pas gratuite, etc.
Oui, mais tout à l'heure, si je peux me permettre juste, et ce sera très très bref, vous faisiez l'éloge du gadget. Moi, je veux bien, j'ai compris ce que vous disiez, je suis d'accord avec vous, mais il y a des limites. C'est-à-dire que quand Google annonce qu'il va investir dans la lutte contre le cancer, ou quand je reviens d'un congrès sur l'hépatite C, même si ça coûte très cher, on a trouvé une molécule qui remplace l'interféron et qui guérit l'hépatite C définitivement à 97% en 12 semaines, on a quand même des innovations qui sont tout sauf des gadgets, qui sont formidables. Je lisais dans le Parisien il y a quelques semaines, la une, c'était les innovations qui vont bouleverser vos vies. Je me précipite sur le canard, j'ouvre la première page, innovation qui va bouleverser ma vie, c'est un aquarium sans eau. Bon, je ne suis pas sûr que ça bouleverse mon existence. Remarquez que la seule bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a pas non plus de poissons dedans. Mais non, je suis content pour eux, mais voilà. Et donc, alors peut-être que ça donnera quelque chose de formidable, je ne sais pas. Mais si je peux me permettre, Luc, la grande supercherie de tout ça, c'est quand Google fait croire que c'est lui qui soignera le cancer. La seule chose que... non, mais la seule chose qui est certaine, c'est que le big data dans le domaine de la santé va être très important, pas simplement pour les aspects statistiques, mais aussi, ce que je disais tout à l'heure, avec la biologie et le fait qu'on va pouvoir connaître... Aujourd'hui, ça coûte 1 000 €, enfin 1 000 $ de faire son ADN. Dans 5 ans, ça sera 50 centimes. Donc on aura tous la possibilité de connaître son patrimoine génétique, de savoir quel type de pathologie on risque d'avoir, etc. Mais ce n'est pas forcément Google. Et de toute façon, il faudra toujours soigner les gens à un moment donné. Mais je suis tout à fait d'accord avec toi que ce sont des innovations qui sont majeures. Je voudrais juste prendre, peut-être pour donner un exemple. Nous, on a une JV avec une entreprise qui, vous savez, vous vous souvenez des mages qui imposent les mains et qui guérissent. Oui. Ben, nous, on fait ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on a un caillou ou un cancer localisé, ou qu'on a des troubles neurologiques comme la maladie de Parkinson, on vous met dans un IRM, et grâce à de l'ultrason, on arrive à supprimer, à cicatriser l'endroit qui est cassé, ou à supprimer le caillot qu'il y a, etc., sans du tout de chirurgie invasive. Ça, c'est bien sûr de la data, c'est du digital, mais c'est surtout aussi de l'innovation technologique avec des machines. Les machines, elles ne vont pas disparaître, il va toujours continuer. Non, mais je ne sais pas que je défends l'industrie, c'est que c'est bien joli de dire on va vous donner des data, on va vous donner, mais à un moment donné, il faut bien que ça se fasse. Ça veut dire aussi que votre métier évolue. Heureusement, on est dans l'économie du réel. Alors, le réel, et je voudrais aussi rebondir sur ce que disait Frédéric, le réel, c'est aussi tout le sujet de l'humanité augmentée, etc. Donc, c'est vrai qu'on peut reprocher à l'État peut-être de mettre du contrôle, mais c'est aussi son rôle de se dire que, comme dirait l'autre, la science est cumulative, mais la sagesse ne l'est pas. Et donc, peut-être que de veiller sur la sagesse collective de la science, ça n'est pas complètement anodin. Est-ce qu'on est prêt à accepter, comme le veut Google en recrutant le plus grand spécialiste de l'homme transformé, est-ce qu'on est prêt à avoir des puces partout? Est-ce qu'on est prêt à vivre 300 ans, etc. C'est quand même des questions éthiques qu'il faut bien se poser. Clara Guémard, ce que vous nous dites, parce qu'on sait aussi que GE a notamment des concours d'innovation, un baromètre de l'innovation, donc c'est quelque chose qui est vraiment au cœur de votre réflexion. Est-ce que ça veut dire que vous nous dites, au-delà de ce que fait Google dans la collection de données, vous êtes capable de faire la même chose, mais en plus avec un supplément d'âme et des réglementations que ne se donnent pas forcément les moteurs de recherche? C'est surtout que non seulement on a les données, on a les datas, mais surtout on peut soigner, nous. Vous avez la capacité physique de le faire. On a la capacité physique de guérir. On travaille avec des médecins, avec des hôpitaux. Aujourd'hui, les 3 grandes pathologies mondiales, c'est le cancer, les maladies cardiovasculaires et les maladies neurodégénératives. Elles sont toutes tournées autour de l'imagerie aujourd'hui, pas simplement pour faire le diagnostic, mais pour faire le traitement, pour voir comment ce traitement a une efficacité sur vous. Vous ajoutez à ça tout ce qui est... mais on ne fait pas ça tout seul, hein, on fait ça avec des tas de start-up, de tas d'entreprises. On fait effectivement des prix ou même des appels à projets où on demande à des entreprises de nous apporter des solutions. Tout ça, c'est un écosystème. Effectivement, on va arriver, cet écosystème va permettre de soigner beaucoup plus en avant et beaucoup plus rapidement les gens que nous sommes.
et puis avec la révolution fondamentale qui est celle de la guérison du cerveau. Aujourd'hui, la médecine s'arrête au cerveau. Donc, et on est en train aujourd'hui de rentrer dans la médecine du cerveau. Donc, ce que je voudrais simplement rappeler, parce que c'est autant l'Internet industriel est une révolution majeure, l'Internet est une révolution majeure, il ne faut jamais oublier qu'à la fin des fins, les bâtiments, la lumière, il faut bien qu'il y ait quelque chose qui éclaire, il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui construise ces escaliers, il faut bien qu'on construise des chaises, même si on va les imprimer soi-même en 3D, mais qu'il y aura peut-être un logiciel qui fera que vous pourrez imprimer ces chaises magnifiques chez vous en 3D et qu'on vous offrira la carte plutôt que la chaise elle-même. Il faut bien, à la fin des fins, que ça existe dans le réel. Éric Labaye, c'est d'ailleurs une des évolutions de la science et des technologies. On est passé du software dominant dans le domaine de l'innovation aujourd'hui au retour du hardware, et on le voit dans un certain nombre d'applications. Oui, on a alors le hardware et enfin moi je dirais les deux, parce qu'on a besoin, et on voit bien en fonction de l'évolution, on parlait du digital dans les différentes industries, on a des états de maturité différents, mais qui à la fois bâtissent sur le software. On a de plus en plus de la propriété intellectuelle qui est bâtie dans ces logiciels et qui vont justement pouvoir permettre d'apporter la connaissance à un plus grand nombre, en tout cas de résoudre des problèmes, de faire apprendre aux machines. Mais on a également le poids du silicium et du hardware qui est aussi important et qui permet d'avancer et de produire. On le voyait sur la 3D chez soi, mais également de l'automatisation des chaînes de production. Donc software et hardware combinés permettent d'avancer et de faire ces gains de productivité. Je voulais revenir, si vous me permettez, sur un petit point tout à l'heure. On parlait d'innovation en France et justement où sont les forces. Je pense qu'une des forces, c'est les consommateurs français. On l'oublie assez souvent. On a tous, iPhone, Samsung, pas de publicité, mais on a tous des smartphones, beaucoup plus que le reste des Européens. Et en fait, les consommateurs français sont dans le top quartile des consommateurs européens en termes de digitalisation et d'appétence pour le digital. Ce qui n'est pas le cas pour les entreprises, qui, elles, sont plutôt dans le bottom quartile. Et là, moi, j'en tire deux implications. Évidemment, quand on est dans une entreprise, c'est d'adapter l'entreprise, et puis aussi d'adapter le système. On parlait beaucoup de l'État, des réglementations. Quand on a de l'écosystème, en gros, de libérer les énergies d'innovation, un premier élément, on a parlé de réglementation. Là, je supporte totalement ça. Sur longue période, on voit que les réglementations sont liées aux gains de productivité. Réglementation sectorielle, en gros, plus ou moins, et c'est comme on dit, smart réglementation, c'est pas le tout des réglementations, c'est quel est le bon niveau de réglementation pour augmenter la productivité. Et donc aujourd'hui, avec toutes les questions éthiques qui sont ou de protection des données personnelles, l'État a un rôle important, et l'Europe aussi, de déterminer où est le bon niveau qui va justement amener à ces gains de productivité dont on a besoin. Et le deuxième élément en termes du système, au-delà de la réglementation, c'est les compétences, la formation. On n'en a pas encore beaucoup parlé, mais quand on regarde l'agilité nécessaire, fondamentalement, pour justement faire face à toutes ces transformations, c'est à quelle vitesse est-ce qu'on peut redéployer, en gros, on va dire la force de travail ou les compétences, et les redéployer veut dire les faire passer d'un secteur à un autre, les faire passer d'une fonction à une autre, et donc de les reformer. Et c'est là où, en Europe, on a des gros écarts entre les Nordiques, dans lesquels 20-30% de la population par an est reformée. La France, c'est 6%. Et donc cette question d'adaptation des compétences est fondamentale. Et là, le système et les entreprises d'ailleurs, parce que les entreprises ont leur part à faire, de formation continue, apport de nouvelles compétences. Et ça me semble être des éléments clés. Réglementation, formation, afin justement de tirer parti des consommateurs qui sont à la pointe. Oui, Luc Ferrier, ça me fait plaisir ce que vous dites, parce que je termine mon livre justement sur cette question. Je ne vais pas en reparler là, tout le monde le sait, de ce scandale absolu qu'est la formation permanente en France, qui est quand même 32 milliards, dont 90% sont fichus en l'air absolument pour rien. Donc c'est vraiment dramatique, alors que ça devrait aller vers les chômeurs. Mais on a aussi un problème, ça fait partie des freins à l'innovation que vous évoquiez très bien, et je pourrais vous donner des chiffres là-dessus très précis. C'est que malheur à nos jeunes s'ils ne sont pas bien diplômés aujourd'hui. En 1960, on avait 10% de non-bacheliers qui étaient au chômage. Aujourd'hui, c'est 50%. Alors, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas s'en tirer sans le bac. Il y a des gens qui s'en tirent très bien. Mais ça devient de plus en plus difficile. Et en plus, il faut avoir des bons diplômes, c'est-à-dire des diplômes professionnalisants. Et là, il y a une vraie... Pourquoi ? Parce que ce monde très, très technique suppose des formations, y compris des formations initiales de niveau très élevé. Et je regardais avec mon ami Nicolas Bouzou à quel âge
les jeunes Européens quittent le foyer familial, alors ce n'est pas la seule raison, mais c'est une des raisons, c'est quand même très frappant parce que sans le bac, bon, je vais être très clair, le bac c'est rien. Hein, bon, pour ne pas avoir le bac aujourd'hui, il faut faire la demande. Bon, et donc, bon, mais parce que bon, vous avez 87% de reçus et sur 2 ans c'est 95%. Alors il y a toujours des malheureux qui peuvent le rater. Je ne veux pas stigmatiser l'élément, mais c'est le moyen de continuer. C'est rien, mais c'est vital. Et donc, quand vous regardez à quel âge les jeunes Européens quittent le foyer familial, c'est fascinant. En Espagne, c'est 31 ans. 31 ans. Quand Balzac écrit La femme de 30 ans, alors évidemment c'est une autre époque, mais quand même, c'est pour décrire l'entrée quasiment dans la vieillesse. Je relisais les Confessions de Rousseau l'autre jour, il tombe amoureux de Madame de Varins, il écrit cette phrase qui m'a fait hurler de rire dans le train, et les gens se demandaient pourquoi, mais j'ai trouvé ça très drôle. Il dit, elle avait perdu le charme de la jeunesse, elle avait 28 ans. Enfin, j'ai trouvé ça très drôle, j'ai trouvé ça très mignon. Enfin, c'est une autre époque, évidemment. Bon, les femmes d'aujourd'hui ne sont pas celles du XVIIIe siècle, mais quand même, chez nous, en France, on quitte le foyer familial à 20, ben les hommes, je suis désolé, c'est une des grandes inégalités. Mais enfin, bon, on ne va pas faire la fin du débat là-dessus, mais c'est dommage parce que ça mériterait. Mais en France, on quitte le foyer familial en moyenne à 24-25 ans. Et encore, on revient le dimanche pour que maman fasse la cuisine quand même, ou quelquefois papa, et pour faire la lessive. Bon. Et donc, on a là vraiment quelque chose qui est... Alors, le diplôme n'est pas la seule raison, mais il rentre de manière très importante en compte dans la capacité des jeunes à rentrer dans la vie active aujourd'hui, précisément pour les raisons que vous disiez. C'est pour ça que je voulais quand même le souligner. Pardon. Merci. Je crois que malheureusement, on en restera là. On a quand même le temps de prendre le pouls de la salle à nouveau, cette fois sur cette question de l'innovation, compte tenu de tout ce que l'on vient d'entendre. Quelle est votre opinion? Alors même si la question, effectivement, est peut-être un petit peu mal posée, 2015 sera-t-elle l'année de l'innovation? En tout cas, on vous la repose à nouveau. Oui, réponse A, non, réponse B. Dans 30 secondes, eh bien, on écoutera, on regardera plutôt quelles sont vos réponses. Voilà, vous pouvez voter live voting. Et bien finalement, ça n'a pas vraiment fait évoluer, même plutôt en sens inverse. Voilà. À 69%, 2015 ne sera donc pas l'année de la révolution technologique. Est-ce à dire que la technologie est en évolution perpétuelle ou qu'elle a peut-être déjà eu lieu d'ailleurs? On peut être optimiste. Merci beaucoup en tout cas d'avoir assisté à cette table ronde. Merci à Clara Guémard, à Luc Ferry, à Eric Labaye et à Fred Potter.